Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais tourné un point réception, un point lecture, pardon, mais malheureusement ma caméra d'une s'est coupée, de deux il y avait de l'orage, de trois il y avait mes voisines. Pour ce qui est de ma tête là actuellement, normalement voilà, ça donne ça. J'arrive pas à les coiffer, ils veulent pas tenir en place. Je sais pas combien de temps ils vont tenir comme ça, hein. Ils ont décidé de faire la teuf tout seuls cette nuit, et je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis levée avec une tête bien pire que ça. Et malgré mes coups de brosse, voilà. Bref, on va dire que c'est pas grave, hein. Donc, on va commencer par tout ce qui est manga. Hop, comme ça fait, je vais faire ce qu'il faut pour mon groupe lecture. Donc, j'ai lu The Contract with Devil de Sakura Himuro. Donc, c'est un que j'ai eu gratuitement. Donc, on suit des démons qui sont appelés par des humains. Et après, c'est des petites histoires qui sont pas ultra. Se casse pas trois pattes à un canard. Et honnêtement, sur la thématique du démon, je préfère largement Matk, qui est pas pour public averti, hein, quand même, je le rappelle, ça aussi. Mais je préfère largement Matk. Maintenant, Matk, ça va beaucoup plus loin que ça. Là, ça se demandait si les démons, c'est pas les humains en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, il va pas rester chez moi, il va être vendu. Voilà, comme le suivant, Monsieur Convenience de Nase Yamato, le même éditeur, IDP. Mes cheveux me cassent la tête. Il est vraiment temps que le confinement se termine, que je puisse me couper les cheveux. C'est pas comme si ils étaient coupés depuis 2 mois, hein, les gens. Et il y a 2 mois, ma mèche, elle faisait ça, hein. Bref. Ici, on suit en fait une société dans laquelle des jeunes gens rendent service en fait à d'autres personnes en échange de paiement. Donc ça part de choses somme toute bêtes et méchantes quoi. Et bien évidemment qu'il va y avoir des relations amoureuses, je vous le donne en mille. The Suspense. C'est un manga qui ne casse pas ton plus trop pattes à un canard, ouais, et pas très crédible sur certains aspects. À ne pas mettre entre toutes les mains parce qu'il y a quand même des scènes très explicites. Maintenant, voilà. Il ne va pas marquer outre mesure, hein. Voilà. Là, en fait, mes cheveux me préoccupent beaucoup, les gens. Je vous assure. D'habitude, je m'en fous, ils se placent bien. Là, ça commence à rendre quelque chose, hein. On va les avoir à l'usure. Bref. Noragami, le tome 17, 18, 19 et 20. Vous savez, ce manga où j'ai acheté le 19 et 20 avant le 17 et le 18 en toute logique. Et ben voilà, je suis presque à jour, il me reste que le 21 que je n'ai pas, et que bien sûr j'ai envie de m'acheter maintenant. J'aime beaucoup la tournure que prend ce manga, je trouve qu'on avance dans l'intrigue, on avance dans tout, et on a arrêté un peu l'humour potache. Parce que ça c'est un truc dans les tomes précédents que j'ai lus, il y en avait un petit peu, et ça commençait à me... Il n'y en a pas beaucoup, mais ça me cassait les pieds, et là on n'en a pas. Je suis ravie qu'il n'y en ait pas, parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Et en plus, le gros point fort, c'est que déjà ce manga parle de la mythologie japonaise, mais là on arrive au sommet de la mythologie japonaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux divinités de base, Izanami et l'autre, dont j'ai oublié le nom. Sinon, c'est pas drôle. Et là on commence à aller vers ce côté-là, et il y a une question autour de la religion qui se pose dans cet homme-là qui me plaît beaucoup, mais alors beaucoup. C'est une question à laquelle je suis toujours très intéressée, quelle que soit la religion en fait. Et là, on en parle. Faut savoir qu'au Japon, contrairement aux autres religions, il y a beaucoup, beaucoup de divinités. Il y en a une pour le commerce, il y en a pour la montagne, pour la mer, pour ceci, pour cela, pour le malheur aussi, pour la guerre. Je sais plus, il y en a plein. Ils ont dit, à un moment dans l'un des tomes, c'est mentionné le nombre de divinités qui existent. Mais je m'en souviens pas du tout. Voilà, donc chouette manga, je lirai la suite. Je suis ravie de l'avoir repris parce que je l'ai abandonné pendant plusieurs années. Pas que je voulais pas, je voulais l'arrêter, mais j'avais pas, c'était pas le moment. Mais j'ai bien fait. Ensuite, on passe au roman. Ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb. J'adore Amélie Nothomb quand elle écrit sur le Japon. Elle peut pas se contenter d'écrire sur ça. Parce que franchement, Stupeur et Tremblement, je l'avais beaucoup aimé, c'était mon cousin qui me l'avait donné. Ni d'Ève ni d'Adam, c'est Amélie Nothomb aussi, un petit peu avant qu'elle commence à travailler. Donc on peut lire en parallèle Stupeur et Tremblement, c'est ça qui est super intéressant.
Et elle parle très rapidement en fait de stupeur et tremblement dedans. Enfin de ce qui s'y passe. Parce que là on suit plutôt sa relation amoureuse avec un japonais, pour le moins étrange. C'est Amélie Nothomb dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Ça lui ressemble très bien. Et en lisant, je me suis dit, mais le film, il doit être génial. Franchement, j'aimerais vraiment voir le film parce que pour le coup, ça doit en valoir la peine. D'autant que j'ai entendu beaucoup de bien du film. Ceux qui ont lu le livre ont dit que c'était vraiment. Il y avait un vrai respect du livre. Donc voilà. J'ai vraiment envie de le voir. Et j'ai adoré. Je ne saurais pas vous dire exactement qu'est-ce qui fait que j'ai adoré ou pas. Sûrement la personnalité un peu dingue d'Amélie Nothomb, bah, elle toute seule, déjà ça donne beaucoup. Vous ajoutez le Japon, la culture japonaise, euh, le, le caractère un peu aussi des Japonais qui est parfois pour nous occidentaux, on sent la barrière un petit peu par moment quand elle rencontre certains Japonais, c'est assez drôle du coup. C'est de voir la différence de vision des choses sur certains moments. Rien que sur un dîner, par exemple, entre amis. J'avoue que j'aurais pas réagi mieux qu'elle, je crois. J'aurais peut-être même fait pire. Mais ouais, franchement chouette. Je le garde. Non, celui-là, je le garde pour la fin. Ouais. Non, pas sûr. Ouais, si, allez, je l'ai montré, tant pis. Spleen de Paris de Charles Baudelaire. Il y a une explication à ce livre, en fait. Je voulais le présenter dans l'ordre, mais là, je me suis plantée. Bon, bref. Il faut savoir qu'un Baudelaire, il sort de ma pile à lire au lu. Généralement, au moment où je déprime, où il n'y a rien d'autre qui passe. C'est ça, ou alors c'est Je reviendrai avec la pluie de Takuji Ichikawa. Sachant que Takuji Ichikawa est sorti déjà il y a 1 ou 2 ans de ma bibliothèque, j'ai choisi de sortir un premier Baudelaire et là j'ai sorti le deuxième. J'en ai plus près. Je ne sais pas ce que je sortirai. À la prochaine crise. Voilà. Parce que j'ai eu un moment de déprime en cours de semaine. Mais assez violent en fait. Et il se trouve que j'avais commencé à lire un livre qui m'a plus ou moins achevé psychologiquement. Je vous en parle plus tard. Le fameux livre où j'ai dit plus tard. Et que j'ai voulu commencer un autre livre pour une valeur sûre en me disant lui je suis sûre qu'il me plaira et en fait le précédent l'abandon en question m'a tellement pris de quelque chose en moi, il s'est pas contenté juste de ne pas me plaire, et il m'a pris quelque chose en moi, une lassitude, un ennui profond, une déprime, quelque chose, je ne sais pas, mais il m'a pris quelque chose qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à commencer ce livre. Du coup je suis allée vers lui, mais quelle bonne idée. Parce que, alors, mis à part les 50 premières pages qui vous expliquent en 50 pages que Baudelaire a décidé, suite à une lecture d'un bouquin, d'écrire des poèmes en prose, et qu'il a mis tant d'années à les finir, et encore, est-ce qu'il les avait finis ou pas, on ne sait pas. Bref, il vous passe 50 pages à vous expliquer ça, ce qui peut être expliqué en 5 pages, peut-être même moins, donc on s'en fout, honnêtement. Hein. Bon, enfin bref, tout est réuni dedans, il y en a qui m'ont fait sourire. Très souvent, en fait, Baudelaire, on le décrit souvent comme sexiste. Moi, je le considère pas comme sexiste. Puisque à chaque fois, là, par exemple, Petit poème en prose, ça se ressent encore plus. Parce qu'on voit sa façon d'observer le monde, ce qui l'entoure, et les gens aussi. Parce qu'il parle pas que d'une femme. Il parle des gens en règle générale. Il y en a une qui m'a marqué où j'aurais réagi un peu comme lui, où il se retrouve dans un restaurant très luxueux avec une dame, et il y a une famille qui regarde l'aventure émerveillée, qui rêverait d'y mettre les pieds mais qui n'ont pas les moyens. Lui, il est triste pour eux, et la dame, il se dit, je vais me voir avec ma compagne si on peut pas leur payer un verre, juste un truc, quoi. Et elle a dit, éloignez ces gueux. J'ai réagi comme Baudelaire. Baudelaire n'a pas frappé, mais il a pensé aussi fort que moi. Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est celle qui m'a le plus marqué de toutes, mais il y en a beaucoup d'autres qui m'ont marqué. Il y en a qui flirtent avec le fantastique, avec l'imaginaire. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très clairement dit que c'est le pendant des Fleurs du Mal, mais c'est pas pour rien, quoi. J'ai lu des textes, mais par exemple, il y a Crépuscule du soir, le poème, où c'est Baudelaire qui s'exprime par rapport à lui-même. Et là, c'est le crépuscule du soir, mais où il observe ses amis en fait autour de la table et leur vision de certaines choses. Et je trouve que ça complète parfaitement, les deux vont ensemble. Oh, c'est génial. J'adore Baudelaire. C'est là où je me dis que avoir une édition spéciale très jolie, etc. de Baudelaire serait très intéressant.
Et j'en ai repéré en fait, hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas une bonne idée, hein, on est d'accord, voilà. Donc merci Baudelaire de me sortir à chaque fois de ces moments difficiles et de me faire autant de bien, parce que ça me défoule. En fait, ça me défoule, en même temps ça me fait du bien, en même temps c'est beau, en même temps c'est déchirant, en même temps c'est voilà, c'est l'ombre et la lumière réunies. Et moi c'est tout ce que j'aime. J'aime bien quand c'est comme ça, les dualités. Ensuite, je vous parle duquel du coup? Bon allez, on va en parler maintenant. Du fameux livre abandonné, Venise n'est pas en Italie de Yvan Cadberac aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai eu dans la Cube, la fameuse box littéraire. De toutes celles que j'ai faites, c'est la seule que j'ai pas aimée. Ça veut déjà tout dire. Imaginez que j'ai mis 1 an et demi avant de sortir ce livre de ma pile à lire. Tout ça pour un défi lecture. En me disant, bah il devrait être sympa. Ça sera pas non plus de truc de l'année, mais ça va passer. Ah non. Non, moi normalement je me fixe un objectif quand je commence un bouquin. Si jamais au début j'ai du mal, je vais le lire doucement, mais je me dis t'attends la 100e page. Généralement le début ça peut être un peu lent, etc. Je suis plutôt gentille, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ici on suit Émile qui a 15 ans, donc l'adolescence, vous savez cet âge ingrat, ou pas selon les gens. Il y en a qui ont la chance de passer une adolescence assez calme, d'autres pas. Et lui fait partie de ces gamins qui tombent amoureux pour la première fois, qui tiennent un journal intime. Jusque là, oui, pourquoi pas, si tu veux. Moi, ça me dérange pas. On me dit que c'est un roman plus ou moins feel good, avec de l'humour, de l'émotion. Je m'étais dit, oh ouais, pourquoi pas. Si jamais, je peux être étonnée. Non. Désolée, je le chroniquerai pas sur le blog, mais je risque d'être un peu méchante dans mes propos. C'est pas mon intention du tout, parce que je sais que d'autres l'ont adoré, l'ont trouvé drôle, l'ont été ému, ou je sais pas quoi. Tant mieux pour eux, voilà. Moi non. Moi, des premières lignes, je me dis, ouf, je n'aime pas le style d'écriture. Mais alors pas du tout. Que ce soit un journal intime d'un adolescent, je peux le concevoir. J'en ai déjà lu, hein. J'ai fait partie d'un prix de jury destiné à la jeunesse, où j'ai lu un livre où c'est écrit du point de vue d'un gamin de 10 ans, où il parle de sa famille, où il s'exprime comme par le biais d'un journal intime, et c'était vachement mieux écrit que ça, quoi. Les phrases étaient courtes, c'était compréhensif, sujet, verbe, complément. Ici c'est sujet, complément, verbe, complément. Je me souviens plus trop, mais les phrases seront longues, beaucoup trop de virgules. Après oui, ok, c'est un journal intime du point de vue d'un adolescent, mais non. La façon dont il parle de ses parents qui sont absolument normaux, et lui il dit « Mon père vend des serrures », c'est sens. Alors j'ai compris que la phrase, je sais plus comment c'était formulé, mais au fond de moi je me disais « C'est censé me faire rire ». Mais moi je trouvais ça pathétique. Le gamin, pas le père. Le gamin je le trouvais pathétique. Et paradoxalement, le gamin a de très belles réflexions. Mais non, ça me touchait pas. J'essayais de me raccrocher à ces petites phrases comme ça, je me disais mais oui, mais il a raison, ce gamin. Mais ça retombait juste après à chaque fois, quoi. C'est une torture. Au bout de 20 pages, j'en pouvais déjà plus. Au bout de 20 pages, je me suis dit non, allez, tu vas t'accrocher. De toute façon, t'as une case dans ton défi lecture, lire un livre qui vous avait déçu, là pour le coup. Et j'ai demandé si je pouvais l'abandonner maintenant ou pas, et elles m'ont dit non, faut le terminer. Terminer. Ok. Du coup, j'ai lu 5-10 pages à chaque fois. Et en parallèle, j'en ai commencé un autre en me disant je vais me motiver comme ça. Et en fait, en discutant avec mes proches, non. Non, je l'ai abandonné. Je l'ai jeté à travers l'appartement en étant comme pour me libérer d'un poids. Mais c'était complètement déprimé. C'est pour ça mes achats littéraires il n'y a pas très longtemps, enfin au moment où vous verrez la vidéo ça fera sûrement longtemps, on sera peut-être même plus en confinement, je l'espère. Mais voilà. Bref. Et j'aurais peut-être mes cheveux coupés. J'en rêve. Donc bref, cette chose quittera l'appartement, hein, voilà, je n'en veux plus, je veux plus le voir. Et du coup j'avais commencé L'âme vive d'Ariel Holz, le tome 1 Obédience, aux éditions Nemos, dans la collection Naos. J'adore Ariel Holz, vous le savez. Si vous avez lu Les Sœurs Carmine,
Celui-là n'a rien à voir. Ici, on est dans une dystopie. Il y a un peu d'humour. Alors par contre, je pense que Ariel Holz a un vrai problème avec la mort. Parce que c'est quand même sacrément glauque, son roman. Après, il m'avait dit, ça n'a rien à voir avec les sœurs Caramine. Oui, mais je te fais confiance, Ariel. J'ai bien fait de lui faire confiance. Parce que oui, certes, j'ai eu un peu de mal à lire au début à cause de cette horreur-là d'avant. Mais n'empêche que dès les premières pages, il a réussi à me faire rire. Donc c'est dire le talent qu'il a. Oui, parce que on suit 6 personnages en tout. Donc il y a Griff, il y a Mina, Elinor, Sabre, Nazim et un personnage que nous verrons plus en avant dans le prochain tome, je pense. Que je tairai parce que je pense que c'est le... Il arrive dans le roman, on va dire. Je sais pas lequel des deux que ce sera, enfin bref. Je suis pas sûre. Bref. Donc on suit ces 6 personnages qui vont, dont les destins vont se croiser. Et je les ai tous kiffés. Alors je pense, sincèrement d'un point de vue objectif, que Mina va en agacer certains. Je pense. Moi non, j'ai compris la dualité qui est en elle, je l'ai comprise. Parce qu'en fait on est dans une société où avant les empathes étaient les maîtres et le reste les esclaves. Et au début de l'histoire c'est l'inverse. C'est les empathes sont les personnes à abattre, on va dire ça comme ça. Et à côté vous avez les lames qui font partie de ces gens qui ont du pouvoir, c'est des soldats entre guillemets, on va dire ça comme ça. Des soldats qui sont eux dirigés par des magnites. Donc magnites, c'est des personnes avec des pouvoirs qu'ils ont développés chacun de manière différente. Pourquoi qu'elles, j'en sais rien. Donc Elinor est une magnite, Griff et Sabre sont des lames. Nazim, il fait partie d'un peuple qui a été opprimé et je suis pas tout. Je crois qu'on n'a pas encore toutes les infos sur ce pont-là de l'histoire, on va dire, des Haïti. C'est un peuple. J'espère que je suis claire dans mon truc, hein, mais c'est assez complexe comme histoire. Parce qu'en fait, contrairement à une dystopie classique, c'est ça que j'aime bien avec Ariel Holz. J'allais dire Gabriel Katz, mais je vais vous expliquer pourquoi je le compare à Gabriel Katz. Il a fait un choix assez audacieux de. Au lieu de faire une description de la société au début, comme c'est souvent le cas en dystopie, lui, il décrit pas la société, il lance tout en même temps. Du coup, vous avez intérêt à être très concentré pendant vos lectures. Donc si ça tombe, il y a des informations qui étaient au tout début que moi j'ai zappées. Parce que j'étais pas très concentrée à cause de... Voilà. Hein. Donc je pense que j'ai rattrapé un peu mon retard et j'ai au moins compris les différentes strates. Ma mère m'a aidée aussi parce qu'il parle à un moment du Rubicon. Donc le Rubicon, je pense, c'est le centre névralgique de la ville où ils sont. Où il y a tout qui est sécurisé, tous les secrets qui sont blindés dedans. Et je me suis dit, je suis sûre que ce truc-là, j'ai déjà entendu parler de ça. Du coup, ma mère, géniale, qui est culture générale incarnée, j'ai dit, maman, help. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, regarde un peu sur internet, je suis pas sûre de tout ce que je te dis. J'ai regardé, j'ai dit, oui, c'est ça, ça y est, j'ai une vague idée. J'ai mieux compris les choses. Et j'adore cette histoire, j'ai hâte de lire la suite parce que ce cher Ariel Holz nous a fait une fin à la Gabriel Katz sur ce tome. Pour ceux qui connaissent pas Gabriel Katz, c'est le genre d'auteur qu'on a envie de frapper parce qu'il nous fait une fin, qui nous fait qu'on a juste envie de se jeter sur la suite. Oui, oui, là je meurs d'envie de le frapper. Mais je le ferai pas parce que j'aime beaucoup Ariel Holz, je le trouve adorable. Pour l'avoir rencontré 2 fois, pourtant quand on voit ce qu'il a écrit, on devrait pas le trouver adorable quoi. C'est glauque ce livre. Je vais le prêter à mon père. Il lit pas de fantaisie, mais pour l'aspect glauque, ça devrait lui plaire. Quand je lui ai décrit un passage, j'ai fait « Oh, ça doit être bien !» Moi, je lis pas des choses glauques, mais là, pour le coup, l'écriture d'Ariel Holz a fait beaucoup, quoi. Il a créé des personnages complètement dingues encore, que j'adore. Griff est mon préféré, je crois, avec Sabre. Bon, ça ne devrait étonner personne concernant Sabre, parce que c'est une lame, mais en fait, elle a un comportement qui ne va pas avec. Elle a un côté très rebelle et elle se laisse pas marcher sur les pieds, mais j'adore son comportement. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Je me demande parce que là où ça s'arrête pour elle, j'ai été très frustrée aussi. Et ouais, je peux pas en dire plus, sinon je vais vous spoiler, mais
vivement que la suite sorte. Je suis frustrée. Très frustrée. Bref. Et enfin, plus tard, Je serai moi de Martin Page aux éditions Rouergue, pardon. C'est marqué sous mes yeux en plus. On suit une jeune fille, une adolescente, qui sait pas ce qu'elle veut faire plus tard, et ses parents un soir vont l'accueillir dans le noir. Elle va se dire ça y est, il y a quelque chose de grave qui s'est passé, et vont lui dire tu sais, si tu veux devenir une artiste, on te soutient à fond. Elle se dit oui bon d'accord, ils exagèrent un petit peu dans l'annonce grandiloquente, mais bon. Mais ils insistent lourdement, à tel point qu'ils vont mettre en place des trucs complètement dingues. Et en fait, on se dit que la plus mature dans le trio, c'est elle, l'adolescente. C'est pas ses parents. Parce qu'ils vont vachement loin. Hein. Elle est d'une patience inouïe. Et alors, 73 pages. C'est extrêmement court, mais c'est tout à fait juste. Juste la fin où j'aurais peut-être aimé un petit peu plus. Peut-être. Peut-être. C'est vachement bien écrit. Je me suis amusée. C'était frais, rafraîchissant. Avec de l'humour. Et une bonne réflexion sur le rôle des parents et de l'éducation nationale dans l'avenir des jeunes. Parce que là, pour le coup, il y a des réflexions que j'ai vues dedans. Le point de vue des parents de Selena, parce que c'est... Ouais, de Selena. Eux, ils ont la vie inverse de la plupart des parents. Et, alors, heureusement, il y a de plus en plus de parents qui disent du moment que t'es heureux, que t'es bien dans tes baskets. Point. Ok. Là, ça va plus loin, parce qu'il y a des... Et moi, pour l'avoir vécu, je vais vous raconter juste un truc pour vous faire comprendre un peu pourquoi ce livre m'avait autant attiré l'œil aussi. Déjà parce que moi, j'ai été comme Selena, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Encore aujourd'hui, je sais pas, en fait. Mais je me dis, là, le métier que je fais me plaît, je me sens bien là-dedans, j'aimerais y retourner, et je me lève pas en me disant, oh, encore une journée. Non, au contraire, je suis contente de me lever, je me lève pas en traînant des pieds ou quoi. Du coup, je me dis, c'est vraiment fait pour moi, et je crois que j'ai trouvé ce que je veux faire de moi, en fait. Je crois. C'est pas l'éducation nationale qui me l'a trouvé, c'est pas les conseils d'orientation à la noix, c'est pas les fameux tests qu'on vous fait passer disant tu deviendras. Qui t'a dit que je voulais devenir ça? La preuve, on m'a envoyé en comptabilité et je déteste la compta, donc voilà. Le droit me fascine, mais je retiens rien. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'éducation nationale, j'ai travaillé. Donc j'ai déjà entendu un fameux discours d'une principale qui disait nous devons pousser les jeunes à devenir médecins, avocats, plus question qu'ils travaillent dans des usines ou qu'ils fassent de l'apprentissage. Quel est le discours de Macron à l'heure actuelle? Attendez que je réfléchisse. Oh, oui, l'apprentissage. Bref. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je sais quand j'avais entendu ce discours avec mon collègue et ami à côté de moi, parce qu'on est toujours en contact, on s'était regardé et je lui ai dit mais elle peut pas pousser un gamin qui veut devenir chaudronnier, parce qu'on avait un cas comme ça, un gamin qui rêvait de devenir chaudronnier, c'était son grand rêve. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Non, tu as plus de capacité que ça, tu feras autre chose. Tu peux pas laisser aux gamins leurs rêves. Je veux dire, avant qu'ils aillent qu'ils se retrouvent dans le monde du travail ou au chômage, laisse-les rêver un peu, quoi. Merde. Pardon, c'est vulgaire, mais c'est ce que je pense. Et là, on en parle. De manière très claire, très nette, très rapide. On fait pas ce que je fais moi, par exemple, là, tout de suite. Et c'est vachement bien fait. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de gamins. Ça les rassurer aussi. Se dire qu'ils sont peut-être pas les seuls à être paumés, à pas savoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils feront de leur avenir. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit. C'est juste qu'ils savent pas à qui ils peuvent s'adresser. Et c'est le grand problème parce que les adultes ont tendance à prendre les jeunes pour des crétins, alors que beaucoup ne le sont pas. C'est juste qu'ils ont compris qu'on les prenait pour des crétins, du coup, ils font croire que... Mais ça, c'est ma vision des choses. Chacun a le droit de penser comme il veut. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais me taire avant de parler encore trop. Je vais essayer de discipliner cette chose-là qui me casse les pieds. Et finir mon roman en cours. Je vous montre ma lecture en cours, du coup. Il est trop bien. Mais c'est Rohan Le Carte. Et en plus, ça parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, que malheureusement on ne voit pas souvent. Si vous en avez d'ailleurs,
Je vous demande là en barre d'infos si vous connaissez des romances avec le thème de l'asexualité, avec un personnage asexuel. En barre d'infos, mettez-en moi parce que moi je veux en lire des livres comme ça change. Merci. Par avance. Et moi je vais vous dire à très bientôt et salut, au revoir.